Nicolas, Bonjour Pierre. une nouvelle émission, une nouvelle édition avec un ami qui s'appelle Yves Balu. Est-ce que Tout à vous êtes fait. là, monsieur Balu? Oui, je suis présent. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous les deux, Nicolas et Jean-Pierre. Ouais. Bon, tu sais qu'on est plus que deux à t'écouter, hein. Je te préviens. Non, mais moi j'en vois que deux pour l'instant. Donc je dis bonjour, Oui, je tu, vois. tu ne crois qu'en ce que tu vois, c'est très bien. Je crois que ce que Donc, je vois, donc voilà. Bonjour Nicolas, bonjour Jean-Pierre. bonjour Yves. Donc, je suis très content de t'accueillir ce soir, n'est-ce pas? Ouais. Et j'aimerais commencer avant que de te présenter, j'aimerais bien que tu nous racontes comment on s'est rencontrés, dans quelles conditions, chez qui, comment. Voilà, c'est rien de. On va pas dévoiler l'extrême intime. Non, ça n'a pas c'est pas extrêmement intime, mais Ouais, c'est quand même une belle histoire pour moi. C'est une jolie histoire. pour moi aussi. Ça se passait au Maroc, à Essaouira, chez notre ami commun Philippe Pozzo di Borgo, dit l'intouchable. Ouais. Et je sais pas, quelqu'un avait dû te dire que je faisais du parapente, et quelqu'un m'a dit, ce mec, il a envie de voler. Donc on s'est assis l'un à côté de l'autre, et on s'est présenté, et tu m'as dit, j'ai le vertige, mais j'ai envie de voler en parapente. Alors je me suis dit, attends, mais t'es aveugle et t'as le vertige, c'est possible? Il m'a dit oui. Eh ben, j'ai le vertige et j'ai envie de voler en parapente. Je dis bon, ça peut s'arranger. Et donc, on a pris rendez-vous. De retour en France, on a organisé la chose. Et voler, bien sûr, en biplace. Quand je dis voler, c'est un parapente avec une sellette pour le pilote et une sellette pour le passager. Et ce qu'on a fait, ça n'a pas été simple du reste, parce qu'un premier site sur lequel j'avais pensé qu'on pouvait voler, les conditions n'étaient pas terribles. Et je me suis dit, bon, il faut que ce soit un vol paisible. Voilà. Il ne faut pas qu'il se fasse peur, plus qu'il s'imagine. Et donc, on a été chercher un autre endroit, un peu plus loin, à Bizane, près de Crévolan, où les conditions étaient bonnes, et où Jean-Pierre, pardon, Jean-Pierre, si tu te souviens, on a marché ensemble Ouais. sur l'aire de décollage, Oui, oui, pour oui. que tu mémorises avec tes pieds Que j'appréhende euh, mieux. l'endroit où on a quitté le sol. Oui. Et je crois que ça t'a peut-être un peu rassuré, parce que tu m'as dit, à passant, mais tu es assez grand pour le dire, qu'à partir du moment où tu avais quitté le sol, la peur s'était un peu dissipée, voire beaucoup. Un peu, un tout petit peu, hein. Bon, Non, bah, non, j'ai eu quand même très peur. Et en fait, on a volé deux fois, donc pour une émission de télévision une fois, sous l'œil de la caméra suisse. Bon, mais voilà, mais on va pas développer autour de ça très longtemps. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que la nuit d'avant notre rencontre chez Philippe, à Essaouira, j'avais rêvé que je survolais Essaouira, je sais pas à partir de quel instrument, ou quel, si c'était un parapente ou je sais pas, le dos d'un oiseau, qu'importe. Mais en tout cas, je voyais toute la baie d'Essaouira. Et le lendemain, étonnant, je te rencontre et tu me proposes de faire ce vol. Mais bon, voilà, on se rencontre là précisément. On se rencontre pour discuter d'une de tes casquettes, celle de d'auteur. Tu écris des livres. J'ai notamment lu le dernier récemment. Je me suis fait lire le dernier, qui s'appelle La possibilité du vide, que je ne saurais que vous recommander, dont on va parler dans quelques minutes. Mais avant, j'aimerais que tu me dises quand as-tu commencé à écrire, me donner quelques titres de bouquins et peut-être me parler un petit peu de ton amour pour l'alpinisme et la montagne. bon, alors, il y a eu un concours de circonstances dans ma vie. Après mon diplôme d'ingénieur, je suis monté à Paris, comme on dit. J'ai fait mes études d'ingénieur à Lyon, à INSA. Je suis monté à Paris, et je suis monté à Paris avec un copain, avec qui j'ai partagé l'appartement pendant 2 ou 3 ans, qui était savoyard d'origine. Et il se trouve que, d'une part, j'ai rencontré à Paris une famille qui allait devenir ma belle famille, et qui l'est toujours. Et dans cette belle famille, un beau-frère qui grimpait très bien, qui allait à Fontainebleau, et qui m'a
emmené à Fontainebleau avec lui où j'ai découvert l'escalade. Et plus que l'escalade, parce qu'on parlait aussi des Alpes et des grandes courses qu'on pouvait y faire, etc. Donc, j'ai découvert l'escalade et l'alpinisme dans ma belle famille. Et dans le même temps, le copain savoyard collectionnait des bouquins de montagne et m'a emmené, je l'ai accompagné dans ses virées chez les bouquinistes, chez les libraires, etc. Et j'ai découvert en même temps, donc tout à fait par hasard, à la fois la montagne, l'escalade et les livres de montagne et d'escalade. Et j'ai fait le lien entre les deux, et c'est un lien qui est intéressant parce que, comme le dit très, très joliment Gaston Rébuffat, qui est un grand guide, un grand écrivain, il dit à propos du Mont Blanc ou du Cervin, en ai-je assez rêvé. Et ce qui est extraordinaire dans la montagne, c'est que, et un peu comme toi pour le parapente tout à l'heure quand tu en parlais, avant de tenter l'aventure, on en rêve. Et après avoir eu l'occasion, le privilège de la montagne, on en jouit encore après de se souvenir. Donc la montagne, c'est d'abord dans la tête et dans le cœur, avant que ce soit dans les muscles. Voilà. Alors donc donc pour répondre à la question, j'ai eu l'occasion à la fois donc de découvrir la montagne, l'alpinisme et les émotions qu'on ressent quand on est effectivement en train de grimper, quand on a un paysage magnifique qui s'ouvre parfois entre ses jambes, quand elle est dans le vide. Et à la fois, j'ai découvert dans les livres de montagne tous ces récits de gens qui ont participé à l'histoire de l'alpinisme, qui ont ouvert des premières, des grandes voies, des sommets, etc., et qui les ont racontés parfois avec beaucoup de talent. Et voilà, progressivement, je me suis dit, voilà, peut-être moi aussi j'ai des choses à dire, à raconter. Donc j'ai commencé dans des journaux, dans des revues de montagne, à proposer des articles sur l'histoire de l'alpinisme et de la montagne. Et puis un jour, un éditeur, Artaud, m'a proposé d'écrire un livre. J'ai dit, quel sujet? Il m'a dit, au choix. Alors, j'avais déjà une collection de livres et j'avais vu que sur l'histoire du ski, il n'y avait aucun livre français qui racontait l'histoire du ski. Donc j'ai dit, je propose de raconter l'histoire du ski. Ils m'ont dit, oh, bah, d'accord. Donc c'était mon premier bouquin, qui s'appelle L'épopée du ski. Et puis, comme bah, il a bien marché, donc l'éditeur m'a demandé d'en écrire un autre. Et l'autre, c'était Les alpinistes. C'était l'histoire de l'alpinisme, en fait, vu dans les yeux, dans le regard, dans le cœur des alpinistes. Et donc j'ai balayé l'ensemble de l'histoire de l'alpinisme. C'est un bouquin que j'ai sorti en 84, qui est toujours en librairie, qui a été réédité, qui est toujours en librairie. Voilà. Et puis après ça, ben, d'autres bouquins, jusqu'à ce que j'aborde un sujet difficile. C'est un drame, le drame de Vincent Don et Henri. En 1956, deux jeunes alpinistes se sont trouvés bloqués en hiver à la descente du Mont Blanc. Je l'ai lu. Et ils ont mis 8 jours. 8 jours, ils sont restés bloqués à 4000 mètres d'altitude par moins 30 degrés. Ils avaient le cul dans la neige, ils avaient les mains gelées, etc. Et on a réussi, un hélicoptère a réussi à se cracher. Il s'est craché à 20 mètres d'eux. Les sauveteurs, les deux guides les deux pilotes sont sortis indemnes. On a pu faire des photos d'eux. On les a mis à l'abri dans la carcasse de l'hélicoptère. On a dit, on va venir vous rechercher. On n'est jamais venu les chercher. Si, 3 mois après, on a été chercher les cadavres. L'histoire terrible, très, très, très triste. Et du coup, je me suis dit, je vais écrire un roman, parce que dans un roman, je suis maître du destin et je pourrais terminer comme je voudrais. Et depuis cette époque-là, j'écris des romans qui se terminent en général bien. Oui, et t'écris des romans qui sont vraiment. Moi, j'en ai lu, enfin, romans. Oui, j'en ai lu deux en fait. Comment il s'appelle? 100 000 $ pour l'Everest. 100 000 $ pour Ça, l'Everest. Ouais. si vous voulez un bouquin qui rebondit à peu près à chaque page, genre de Ouais. bouquin où on n'arrive pas à aller se coucher. C'est ce qui nous est arrivé quand ma compagne Eva me l'a lu entre Porto et Lisbonne il y a quelques années. Je me suis vraiment régalé. T'es même allé jusqu'à étudier un peu le langage des banlieues. Enfin bon, je ne vais Ouais. pas raconter le roman parce que c'est pas le propos. Mais tu as écrit plusieurs romans. Tu en as écrit un peu sur la métaphysique aussi. Comment il s'appelle? Que j'ai pas lu encore. La conjuration de Dom Barrois. Ouais, la conjuration.
du Namche Barwa. Namche Barwa, c'est un sommet himalayen Oui, oui, qui fait presque 8000 mètres, presque. d'accord. Et à propos, avant de juste, t'es allé toi aussi dans l'Himalaya? Oui, 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 j'ai participé à une expédition polonaise en 1989 avec Ouais, un certain Jiří Kukuczka, qui était le chef d'expédition, et qui ouais. était le deuxième homme à avoir réussi l'ascension des 14 000 mètres. Donc il Oh, faut savoir que sur la Terre, il y a 14 sommets qui dépassent oh, 8 000. 8000 mètres. Oui, Et le premier homme qui a réussi donc à les gravir tous les 8000 mètres, c'est un Italien qui s'appelle Reinhold Messner. Et ouais. le deuxième homme qui a réussi à faire ces 14 000 mètres, c'est Kukuczka. Et il avait fait les 14 000, mais il voulait faire à nouveau la face sud de l'Otse, qui est à 8 000 mètres. Il avait déjà gravi, mais il voulait faire la face sud, qui était le dernier grand problème, une face extrêmement difficile, qui fait 3 000 mètres d'escalade, De parois. Ouais. de paroi. Il s'est tué à 200 mètres du sommet, Wow. malheureusement. Ouais. Bon, voilà. Donc, mais j'ai quand même eu l'occasion donc de participer à cette expédition et Ouais. de vivre une expédition, c'est-à-dire au rythme de l'expédition. Hmm. L'expédition, c'est ben, classique, disons, hein. C'est des camps qu'on a établis au fur et à mesure, camp 1, camp 2, camp 3. Quand les conditions le permettent, on monte, on met du matériel, on installe du matériel, des tentes, etc. Et puis on redescend. Puis quand il fait mauvais, on est tous ben, au camp de base. On attend les meilleures conditions. Et puis voilà. Le temps s'effiloche. Il faut être patient dans une expédition. Et puis le moment où on peut y aller, il faut y aller. Voilà, c'est un peu. Alors j'ai eu la chance donc de vivre cette expédition. Et donc, d'une façon générale, dans mes bouquins, je sors pas de ma zone de confort. C'est-à-dire, je parle de choses que j'ai connues, que j'ai senties, que j'ai éprouvées, de situations dans lesquelles auxquelles j'ai été confronté, des difficultés, parfois même certains personnages. Voilà, c'est plus facile, voilà, intellectuellement, c'est plus facile de parler de choses qu'on connaît, qu'on a connues, qu'on a senties, qu'on a ressenties, plutôt que d'inventer tout, parce que je pense que les très bons auteurs, c'est que j'en fais pas partie, sont capables de tout inventer. Moi, je Ouais, moi reste un peu aussi, dans c'est ma ma zone de préférence. confort. Ouais. Moi, je suis pas capable. J'ai l'impression que, en fait, du coup, ton beau-frère t'a fait découvrir deux univers en un, c'est-à-dire que il t'a fait découvrir la montagne, mais en même temps, il a impulsé cette envie d'écrire. Est-ce que, avant de connaître la montagne, tu écrivais déjà un petit peu, ne serait-ce que pour toi, ou alors c'est vraiment venu avec la montagne? Ah non, non, je n'avais jamais rien écrit avant. Et Ouais, aussi. c'est vraiment l'occasion qui a fait le larron. C'est-à-dire que voilà, je me suis dit, dans les bouquins, dans les documents que j'avais, je trouvais des choses intéressantes qui n'étaient pas forcément connues. Voilà, donc je me suis dit, ça peut intéresser. J'ai commencé à avoir un petit journal local de Chamonix, qui est pas ça des revues un peu plus prestigieuses, disons, où je proposais un peu mes trouvailles, c'est-à-dire mon regard un peu sur l'histoire de l'alpinisme. Et puis il y a aussi autre chose qui s'est passé, c'est que l'édition Atlas ont sorti la grande encyclopédie de la montagne dans les années 80. Et pour ça, donc, ils ont réuni un certain nombre de collaborateurs qui se partagent le travail entre les différents sujets possibles. Hein. Sujets, il y a aussi bien la minéralogie, les glaciers, l'histoire de l'alpinisme, la géographie, etc. Et donc, moi, un copain m'a Oui. proposé de participer à cette espèce d'aventure qui consistait donc à écrire des articles. Enfin, il y a des articles qu'il fallait. Alors, on travaillait avec 3 mois d'avance, mais au rythme de la parution. Donc il fallait toutes les semaines, il fallait pondre de la copie. Hein. Alors qu'au début, je me relisais 4, 5, 6 fois. Après ça, je disais, allez, ça part comme ça. Et puis après, finalement, même relu 3 fois de 5, ça peut aller. Donc j'ai commencé effectivement à écrire pour cette revue, l'Encyclopédie de la montagne. Et puis après ça, donc, l'idée d'un bouquin est venue parce que Est né. j'avais quand même Ouais. un peu exploré le Yves, sujet. Yves, je pense à quelque chose. Tu as ouvert aussi des écoles de parapente un peu dans différents endroits, si j'ai bonne mémoire. Oui, Et t'as pas fait un saut en parapente un peu singulier en Himalaya où je me suis inventé l'histoire? non, non.
Alors c'est un peu inventé parce que je n'ai pas fait de saut, parce qu'en parapente, on ne fait jamais des sauts, on fait des sauts en parachute. En Oui, parapente, on merci. vole. Merci. Est-ce que tu Voilà. t'es envolé en parapente? Oui, effectivement, donc l'expédition dont j'ai parlé tout à l'heure Oui. en- au Lhotse, en Himalaya, avec les Polonais, effectivement, j'ai été là-bas, non pas du tout pour gravir un sommet, mais pour faire une première en parapente. Il y a un sommet à côté du Lhotse qui s'appelle Highland Peak, qui fait Mhm. 6200 mètres Ah ouais. et qui n'avait jamais été volé. Et donc, et alors, pour la petite histoire, je cherchais un sponsor Mhm. pour participer à cette expédition parce que ben, il faut payer le voyage, Oui. il faut même donner un peu d'argent aux organisateurs de l'expédition parce qu'ils vous nourrissent, etc. Donc ils cherchaient un peu d'argent. Et là, on m'a dit, il y a un gars qui fait du parapente, qui est sympa, Mhm. tu peux aller le voir. Et ce gars, il s'appelle Philippe Pozzo di Borgo. Il était directeur de marketing chez Moët et Chandon. Et Ok. on a déjeuné ensemble. Et un type, tout de suite, j'étais tout de suite sous le charme de ce type qui Ouais. était, donc à l'époque, quelqu'un de très puissant. Il était directeur marketing de Moët et Chandon. Il avait de l'argent, etc. Mais d'une gentillesse, d'une modestie, d'une humilité Et d'une extraordinaire. culture prodigieuse, faut le Oui, c'est dire. ça. Alors, mon privilège à moi, c'est d'avoir connu Pozzo avant son accident et Eh d'avoir pu oui. mesurer avant son accident tout ce qu'il avait au-dedans de lui pour vivre ce qu'il vit aujourd'hui. Autrement dit, c'est pas Ouais. parce qu'il avait de l'argent. D'abord, c'est même enrôlé pour être un peu ruiné à un moment donné. C'est pas parce qu'il avait de l'argent. Ce qu'il a sauvé, c'est les qualités humaines qu'il avait déjà à C'est ses l'époque. ressources C'est-à-dire, humaines, oui. Ouais. là, voilà, les ressources humaines qu'il avait, cet intérêt qu'il avait pour les autres, qu'il a toujours eu, et je peux en témoigner, l'intérêt qu'il avait pour les autres, la curiosité qu'il avait de la vie et des autres, la chance qu'il avait d'avoir une tête bien faite, d'avoir un intérêt pour la culture, la lecture, etc. Tout ça, c'est ça qui l'a sauvé. Voilà. Donc, j'ai rencontré ce Philippe Pozzo di Borgo qui m'a dit, pas de problème, je vais subventionner cette Expédition. expédition. J'ai fait faire une voile avec le logo Moët et Chandon. Je suis parti Ouais. là-bas avec des bouteilles, des Magnum Moët et Chandon, etc. Et j'ai réussi effectivement cette première, pas facile. J'ai réussi cette première et on a bu le champagne. On a des images. J'ai fait un film avec ça. Des images où on boit le champagne avec Kouchka, on boit le Moët et Chandon à la santé de Il y Pozzo. a un film Euh, avec ça? Il y a un oui, j'ai fait film? un film. Oui, alors, un film s'appelle Corito. Corito, c'est un mot polonais qui veut dire Hmm. l'auge, l'auge du cochon. Et Oui. c'était le cri de ralliement. Au moment, c'était le moment de bouffer. Il disait Corito! Et tout le monde se Tous à précipitait. l'auge. Et voilà. Et tout le monde se précipitait pour venir à l'auge. Voilà. Ben, c'est oui, parce que, enfin, c'était un truc assez intéressant quand même en deux mots. En deux mots. À 6000 mètres d'altitude, l'air est beaucoup moins dense que Oui, dans la vallée. bien D'accord? sûr. Ce qui veut dire que le parapente, il vole beaucoup plus vite, il tombe beaucoup plus vite. Oui. D'accord? Et que l'air est pas du tout amorti. Autrement dit, quand il y a un coup de vent, le parapente est beaucoup plus violemment embarqué par les mouvements de l'air parce qu'il n'est pas, il est pas amorti par la densité C'est de plus l'air. imprévisible. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai passé une journée entière à 6000 mètres avec deux gars qui étaient avec moi, un qui était cinéaste et l'autre qui était alpiniste, qui m'ont aidé. Et impossible de décoller pendant toute la journée parce que soit le vent était pourri parce il venait du côté, il était trop fort, je sais pas quoi, Hmm. soit il y avait des nuages qui faisaient qu'on voyait rien. Ouais. Donc on a passé une deuxième nuit, alors, la nuit à 6000 mètres dans une toute petite tente qui était euh, enfin bref, pas une nuit facile. Et le Ouais. lendemain matin, on est remonté au sommet, et là, le vent était complètement à l'envers, inversé complètement. Et du coup, je suis parti de l'autre côté de la montagne, j'ai fait tout le tour de la montagne, et j'ai eu la chance de trouver une ascendance, parce que sinon, je me serais fracassé, parce que il y avait un endroit où on pouvait atterrir, un endroit, un seul quasiment. Sinon, comme on atterrit très vite, si on atterrit sur des rochers ou sur des blocs de glace, on se fracasse. Et donc, j'ai eu la chance d'arriver à atteindre le peu de mon petit terrain d'atterrissage grâce à une très belle ascendance que j'ai pu voir. Et sur les images, c'est très beau parce qu'on voit le parapente qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte comme ça dans ce paysage absolument fabuleux. Voilà. Ça, Donc, ça doit être. un joli film. Ouais, ouais, ça doit être émerveillant. Vas-y.
On a évoqué Philippe Dodibogo et je voulais juste en profiter pour le remercier parce qu'il a il m'a fait le grand honneur de me parrainer pour ma prochaine aventure aussi. C'est un tour d'Europe en autonomie, donc en tant que malvoyant, je me lance dans un tour d'Europe et voilà, il m'a fait vraiment cet honneur et je voulais au passage en profiter pour le remercier encore pour ça. Bon, ben, bienvenue au Oui, club. Évidemment, on est dans le même club de ceux qui ont été encouragés, accompagnés par Philippe Pozzo. Tout à Et fait. en général, c'est de bon augure, en général. Ça marche bien Oui, après. oui, oui. oui. Bon augure pour le projet. Ok, bon, moi, j'ai jamais demandé. Par contre, il m'a fait une fabuleuse préface, Philippe. Bon, Ah, oui. merci encore. Revenons à l'ivresse des livres. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ton dernier livre qui Oui. m'a transporté, dans lequel j'ai identifié, euh, bon, j'ai identifié quelques personnages dont tu m'avais parlé, que je ne connais pas encore, de tes amis intimes. Je me suis vraiment régalé. Déjà, le titre en lui-même parle bien. La possibilité du vide, qui est édité chez Glénat. Glénat, c'est ça, et qu'on trouve actuellement dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes Est-ce que librairies. Voilà. tu veux en parler un petit peu? Ouais, je peux en dire un mot. Donc, Oui, la possibilité du vide, ça part d'une possibilité réelle, à savoir que un grimpeur peut être un bon grimpeur, voire un très bon grimpeur, affronter des voies d'ascension difficiles, voire très difficiles, et avoir peur du vide. C'est possible puisque c'est mon cas. Moi, j'ai beaucoup grimpé. et Dieu Oui, sait que tu as fait de la parole. Oui. j'ai beaucoup grimpé dans des ascensions, certaines très difficiles, Ouais. et j'ai jamais été à l'aise avec le vide. Jamais. Alors, tu vas me dire, Jean-Pierre, je vois d'ici, tu vas me dire, ouais, mais tu fais du parapente. Le parapente, c'est pas pareil. Le parapente, on n'a pas de ligne de fuite. Mm. Le parapente, je me souviens d'un copain d'un de mes fils que j'avais emmené en biplace, qui m'a dit, oh, c'est formidable, c'est comme si on marchait sur une carte postale. Et c'est vrai Ah, qu'en c'est joli comme parapente, image. Ah ouais. c'est très belle image. Et c'est vrai qu'en Ouais. parapente, j'ai pas peur du vide, j'ai jamais peur du vide parce que on n'a pas les lignes de fuite qu'on a Oui, dans une paroi. oui, Voilà. oui, Et dans une oui. paroi, le vide, on le sent, on a une espèce de préhension du vide qu'on ne peut pas faire autrement que de le sentir. Voilà. Donc, ça, c'est possible. Et donc, je me suis amusé à dire, est-ce qu'on peut faire une histoire avec ça? Alors, l'histoire, oui, on peut faire une histoire avec un gars qui grimpe bien et qui est pas à l'aise avec le vide, mais qui s'en accommode, et puis à qui on déclare, à qui un très bon copain, grimpeur aussi, avec qui ils ont beaucoup grimpé, qui est chirurgien urologue, euh, et Et un quel peu personnage? un personnage haut en couleur, qui est là, qui Un est peu dérangeant, un peu bas pour certains, surtout pour pour certaines. certaines Bon, surtout, hein. disons que c'est un chirurgien des années 80, donc assez Mm, libéré, mm, voilà, mm. et qui a Joyeux beaucoup de succès, cotard, faut le dire. joyeux, Hein? joyeux copain, qui a beaucoup de succès avec les infirmières, etc., Ben et oui. qui considère que la fidélité, c'est une invention de la société ou de la religion, ça sert à rien. Ça sert juste si, ça sert pour la stabilité des familles, mais Mm. ça n'a aucune justification euh, Oui, physiologique. Et ontologique, physiologique. Oui. la meilleure preuve, il dit à son copain, de toute façon, tu sais, fidélité, les animaux sont pas fidèles, donc pourquoi nous on le serait? Alors, le copain lui dit, mais on n'est pas des animaux quand même. Ah, dit, on n'est pas des animaux, mais jusqu'à présent, ben, les couilles n'ont pas d'âme. Voilà. Donc, Les et couilles n'ont puis, pas d'âme, c'est joli. et les couilles n'ont pas d'âme, et comme avec ses couilles, il fait un certain nombre de conneries dans cette histoire, à la Pas fin, il mal, les oui. reconnaît. Et il fait pas mal de conneries. Oui. Et à la fin, il reconnaît, parce qu'il est honnête quand même, il reconnaît les conneries qu'il a faites. Il dit à son copain, finalement, je t'avais dit que mes couilles n'avaient pas d'âme, mais je m'aperçois qu'elles n'ont même pas de cerveau. Parce il a Ouais. vraiment merdé avec ses couilles. Voilà. Donc, j'en viens à cette histoire. Donc, on lui déclare au héros du livre, qui s'appelle Yann, on lui déclare un cancer de la prostate. Ouais. Et il a perdu son père d'un cancer de la prostate dans des conditions très difficiles. Bon, on meurt rarement dans des conditions Oui, agréable, un cancer de la une prostate. maladie, Bon, c'est rare. Oui, ça diffuse par tous les métastases, etc. Voilà. Bon, c'est ça. donc il n'a pas envie de mourir comme son père et il dit je vais en finir avant. Autrement dit, je vais me suicider quand il sera encore temps. Autrement dit, pas tout de suite. Tant que je peux profiter de la vie, j'en profite. Mais avant
d'être incapable de le faire. Donc, il y a un moment donné où je déciderai d'en arrêter là. Voilà. Oui, et le Et puis, suicide, évidemment, il y a un parallèle entre le vide de la mort et le vide de la paroi, parce qu'évidemment, ce qu'il nous fait comprendre, enfin, ce qu'il nous dit même très clairement dans le roman, c'est qu'il va se suicider consciemment, il va lâcher à un moment donné et il va tomber le long de la paroi, quoi. Il nous alors, annonce, quoi, c'est bon. au début, il veut plutôt se suicider, un suicide classique avec des Oui, médocs, etc. au Et début, oui. après ça, il renonce à cela parce que, d'une part, il a un frère qui a pas de chance dans la vie et qu'il aime beaucoup, et Mhm. pour lequel il a souscrit l'assurance vie. Et s'il C'est se ça, suicide, l'assurance vie, il c'est n'a pas ça. pour son frère. Donc, il faut que ce soit un accident, en fait. Voilà. Apparemment, un accident. Ce qu'il en va. Et puis il rencontre un gars qui s'appelle Jean-Marie Chauffat, qui existe réellement. Et Oui, Jean-Marie m'a fait le cadeau de jouer un rôle dans ce dans le roman. roman. Et Jean-Marie Chauffat, qui est un gars il y a 30 ans, on lui a déclaré un cancer digestif avec 3 mois d'espérance de vie. 3 ou 6 mois. Bon. Et il a dit, moi je vais me battre parce que j'ai un gamin de 2 ans, je veux fêter les 20 ans de mon fils. Et il a décidé de se battre. Il s'est battu. Il a des opérations, transplantation du foie, perte d'un poumon, et il est en Oh, chimio depuis 30 ans. En chimio 30 depuis 30 ans. Il 30 est ans toujours en de chimio 30 chimio. ans. C'est 30 ans incroyable. de survie avec le chimio. Et c'est vraiment, ce mec, c'est une leçon de vie, ce mec, hein. Et donc, et je le fais rencontrer mon héros, et il va le convaincre que plutôt que le suicide, ben, vis ta vie, mais À vis-la fond. intensément. Prends tous les risques. Et alors, si tu tues, c'est ce que tu veux. Et si tu ne tues pas, tu vas prendre du bonheur. Et donc, c'est comme ça que le héros, Que Yann finalement, part dans les. Yann, change d'avis, finalement, renonce au suicide. En plus, c'est pas beau, le suicide, voilà, c'est pas propre. Bref, il renonce au suicide et il va en montagne affronter le vide, c'est-à-dire il va grimper sans assurance, sans corde, dans des voies difficiles, tant qu'à faire, des voies très difficiles même, et, et avec une chance non négligeable de s'y tuer. Mais le problème, c'est que Alors, quand on tient une prise, on la lâche pas comme ça et on va même non, chercher la suivante. c'est Et finalement, ça. il s'aperçoit d'abord qu'il a plus peur du vide du tout, qu'il est libéré, complètement libéré du vide. Il a plus peur du vide et qu'il prend un plaisir extraordinaire à grimper comme ça, totalement libéré. Le Voilà. fait d'accepter sa mort possible par accident le libère de la peur du vide. Il y a des descriptions, mais vraiment extrêmement, on est dedans, quoi. Quand on est le long de la paroi avec le vide, avec les mains qui cherchent les prises, moi j'ai été subjugué, mais c'est pas le mot. Enfin, j'étais dedans en fait, vraiment dedans. Ouais. Tu nous Voilà. embarques vraiment dans. Quand on connaît pas le monde de l'escalade, tu nous mets dedans. Tu sais, Yves, il nous reste unfortunately que 3, 4 petites minutes. Si t'as pas quelques petites réflexions un peu marquantes sous la main, non, extraites de la possibilité du vide. Alors, si tu veux, Oui, je rebondis sur ce que tu disais à oui, l'instant. D'une part, je parlais de ma zone de confort. Effectivement, oui. ce que je décris, c'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire ces parois, le Capucin, etc. Je les ai gravis et Les j'ai calanques. simplement pioché dans mes souvenirs, pour voir ce que j'ai éprouvé à cette époque-là. Ensuite, le vide. Le vide aussi, ce que découvre Yann, c'est que le vide dont il avait peur, c'est le vide des autres. C'est-à-dire que quand on est dans une paroi en plein vide, on est très isolé. On peut pas dire non, stop, j'arrête, je repose le pied par terre. Non, non, non. On est obligé de revenir et de revenir, c'est-à-dire d'escalader jusqu'au bout, de redescendre. C'est compliqué. On peut pas dire, c'est pas comme un vélo, on pose le pied par terre. Donc le vide, c'est aussi le vide des autres. Voilà. Et puis autre chose aussi que j'essaie de faire partager dans ce bouquin, parce que bon, en gros, quand j'écris un roman, j'essaie de pas perdre mon lecteur, c'est que je vais faire en sorte que chaque page, il ait envie de la tourner pour savoir ce qui va se passer après. Mais, à partir du moment où je perds pas mon lecteur, j'en profite pour l'emmener là où j'ai envie de l'emmener, c'est-à-dire réfléchir au sujet qui m'intéresse, la mort, la vie, les autres, le bonheur, etc. Et une des réflexions que je livre à mes lecteurs, c'est que on dit par exemple que l'argent fait pas le bonheur. Hmm. C'est vrai. Mais la différence entre l'argent et le bonheur, c'est que le bonheur, plus on le partage, et plus la part de chacun est grosse. Ouais, C'est pas le cas de l'argent. absolument. Oui, oui, Voilà. non, mais tu dis ça très très bien. Tu fais, de toute façon, il y a une vraie fraternité.
c'est un livre aussi de fraternité parce que il peut y Oui, avoir des personnages très très différents, mais il y a une fraternité, il y a une humanité qui circule, quoi. Et la oui, preuve, par exemple, Marc, il est dérangeant pour certaines personnes dans le roman, par son attitude, comment dire ça, macho, on pourrait dire ça aujourd'hui, ou en tout cas pas oui, très élégant. C'est sûr qu'aujourd'hui, les féministes, euh, je sais pas, elles auraient peut-être du mal. Je pense que ça serait incompatible avec un personnage pareil. Mais malgré tout, même s'il est un peu lourdingue, on a vraiment une sympathie pour Marc, parce qu'il a une belle humanité oui, dans absolument. son rapport notamment à sa patientèle là, ou à sa clientèle. Voilà, il a une vraie écoute, c'est un vrai chirurgien. Ouais, Et puis, il y a une histoire d'amitié entre les deux ben oui, qui vient pas de nulle part, parce que donc, le personnage en question, il existe. Il ouais, s'appelle pas je sais Marc, mais bien, Max. j'ai bien compris. Il Ouais. existe. Et ça fait plus de 50 ans qu'on est amis. Il a accepté de m'aider à écrire ce livre, parce qu'il y a une partie médicale, évidemment, pour laquelle était indispensable, mais aussi que je me serve de son personnage à ma guise. Il a dit, c'est ton auteur, tu fais ce que tu veux. Donc merci Max pour dire les choses. Juste une Oui. dernière, tu ne me citerais pas quelque. Il y avait une phrase qui m'avait beaucoup plu sur le savoir-vivre. Ah, oui. Tu la Alors, retrouverais? ça fait partie des bons mots de Marc, le Ben oui, chirurgien, qui a fait tout ce qu'il a pu avec cette infirmière si ravissante et dont tout le monde tombe amoureux, Lucie. Lucie, Ouais. tout ce qu'il peut pour sauver son copain suicidaire et qui à un moment donné se dit putain ce mec, il a aucun savoir-vivre. Et puis C'est ça. du coup, il la trouve bonne, ça l'a dit ça, enfin, je la replace. Et à la fin du bouquin, ça se termine comme ça. Il leur dit au revoir, il dit, essayez de pas déconner, de rester en vie parce que j'aurais du mal à être heureux sans vous. Et puis il part, puis il revient, puis il dit, ah, j'ai oublié, il dit à la petite Lucie, là, fais gaffe ce mec, hein, il a aucun savoir-vivre. Voilà, ça se termine comme ça. Ouais, c'est superbe. Pour un C'est vraiment superbe. suicidaire. Bon, ben en tout cas, toi, tu as du savoir-vivre. Ben, je sais pas ce que c'est d'avoir du savoir-vivre, mais j'aime la vie. Hmm. Voilà. Donc si Ben oui. avoir du savoir-vivre, c'est aimer la vie, j'ai du savoir-vivre en effet parce que alors c'est ce que dit aussi dans ce livre le père de Yann qui est sur son lit d'agonie De mort. et Ouais. qui lui veut vivre jusqu'au bout des dernières minutes et des dernières gouttes de vie. Il veut même si c'est très très difficile parce qu'il dit Dégradant. la vie c'est un privilège extraordinaire. C'est un privilège le présent que j'essaie de faire durer aussi longtemps que possible, c'est un privilège extraordinaire, c'est un pouvoir d'exister, un pouvoir d'être. Et quand on est en vie, on a le pouvoir extraordinaire d'être, c'est-à-dire tout ce qui va avec, c'est-à-dire de réfléchir, de penser, d'aimer, d'avoir des envies, des échanges, etc. La vie, c'est ça, c'est une puissance d'être. Et la puissance d'être, moi, je la savoure tous les jours, tout le temps. Ouais, moi aussi. Et Ouais, c'est une je crois que c'est ce puissance qui nous d'être qui réunit. ne nous appartient pas surtout. C'est Non? pour ça Mais, que donc on est qu'on doit la usufruitier. remercier. On est un peu usufruitier de cette On est puissance d'être, usufruitier, ouais. C'est ça. absolument. Et je crois que c'est quelque chose qu'on partage bien, là, Oui, profondément, Yves. Ouais. je crois, absolument. Oui. Et c'est intéressant que cette réflexion vienne justement d'une personne qui a tellement connu la montagne, parce que la montagne, ben, c'est vrai que tous les jours, on peut être confronté à la mort, parce que voilà, un accident est malheureusement vite arrivé en montagne. Et donc, je pense que ça permet vraiment de prendre un recul face au quotidien et à la vie, et peut-être à savoir en tirer encore un meilleur parti, à savoir à savourer vraiment à fond. Donc je pense que les mots qui viennent d'une personne et presque d'un personnage comme toi sont d'autant plus forts. Merci, mais Bon, ben super sur cette belle quand phrase. même, je permets d'ajouter, tant pis pour le. Oui. On va déborder. À ce sujet, quand même. Donc, dans ce livre, je raconte un accident qui aurait dû être mortel. Oui. Grâce à Dieu qu'il n'a pas été, avec Yann et Marc, qui se retrouvent pendus tous les deux à un petit python qui aurait jamais dû tenir. Ouais. Bon, ça, c'est une histoire vraie. C'est Ouais, je passé sais, exactement comme je le raconte. ça m'a Et j'en filé suis le pas fier. frisson.
et j'en suis pas fier. Parce que à l'époque, j'avais 2 gamins. Et j'aurais pu faire une veuve et 2 orphelins. Ouais. Donc je suis pas fier de la vie que j'ai risquée. Et non seulement je ne suis pas fier, mais ça, je peux en témoigner aussi. euh, quand je suis en montagne, quand j'étais, parce que je ne vis plus, quand j'étais en montagne, j'avais une espèce de sensation incroyable Ouais. du désir des autres, dont j'étais privé. J'avais envie d'eux, j'avais envie des autres, et j'avais envie de les retrouver. Parce que ce vide-là m'éloignait d'eux. Et dans mon expédition en Himalaya, par exemple, je suis retombé sur des notes que j'avais écrites à l'époque, et j'étais malheureux d'être loin d'eux. Bon, j'avais décidé, voilà. Bon, mais les autres me manquaient. Et quand on est dans le vide, les autres manquent. Voilà. Oui, j'ai bien compris, hein. J'ai bien compris le parallèle entre le vide et l'autre. Bon. Donc, je ne saurais que vous inviter d'aller dans la bonne librairie du coin et de commander La possibilité du vide. Sérieusement, vous n'allez pas vous ennuyer. Et puis, il y a de l'humour, il y a du Oui, profond. oui. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a une vraie fraternité qui circule dans ce bouquin du début à la fin. Et messieurs, peut-être mesdames, hein, chacun. Si vous tombez pas amoureux de Lucie, bon, écoutez, vous me rappellerez. Yves, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps, de nous avoir permis un peu d'escalader un petit peu ta vie. C'est un peu rapide, hein, on aurait pu parler de millions d'autres choses. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un grand bonheur. Et cette vidéo, quand elle sera publiée, on la fera suivre à notre ami commun, qui n'est pas commun du tout, qui s'appelle Philippe Pozzo di Borgo, à Essaouira, à qui je dois notre rencontre, notamment, et bien d'autres choses. Merci Nico, merci Yves, merci à vous toutes et tous. Je ne vais pas faire marque à la possibilité du vide, de nous écouter, de nous suivre et de partager cette vidéo. Ciao, ciao, bye Bonne bye, soirée. bonne soirée.